Retour sur le plateau de cette émission, on est en direct bien évidemment et en direct avec Sergueï Jirenov. Bonjour Sergueï. On vous connaît bien sur le plateau de LCI, vous avez été officier du KGB, vous êtes donc spécialiste en renseignement et vous avez publié, vous publiez d'ailleurs L'ombre des légendes, un ancien commandant du KGB qui raconte aux éditions Istia et compagnie. Je voudrais qu'on commence par parler d'un homme, vous allez me dire d'ailleurs si vous le connaissez personnellement, Nikolaï Patrouchev. Je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui vient du même service global. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a servi à Saint-Pétersbourg. Moi, je l'ai pas fait mon service militaire au KGB à Saint-Pétersbourg. Il a fait sa carrière à Saint-Pétersbourg, puis après en Carélie. Et puis après à Moscou, sous Yeltsin, et puis après sous Poutine. Alors, il a été chef des services de renseignement. Il est désormais le très très proche conseiller de Vladimir Poutine, sans doute un des hommes en lequel Vladimir Poutine a le plus confiance. On l'appelle d'ailleurs parfois le diable de Poutine parce que c'est un homme manifestement qui est obsédé par les services secrets britanniques, notamment MI6, MI5. Vous avez vu ce qui vient de passer à l'écran. Il a parlé de Londres, justement. L'analyse de la situation prouve une fois de plus le rôle destructeur dominant de Londres dans le conflit ukrainien. Il est assez complotiste, en fait, cet homme-là, d'après ce qu'on sait de lui. Il est très complotiste et pour comprendre ça, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a fait sa carrière non pas dans l'espionnage, mais dans le contre-espionnage. Donc c'est quelqu'un qui chassait les espions et les traîtres à l'intérieur du pays. Donc il a été aussi à la tête du FSB, le FSB qui est l'organisme principal de sécurité et de contre-espionnage. Et donc du coup, bien évidemment, il est devenu complètement parano. Ouais. En fait, dans le KGB, on est tous parano. Mais nous, les espions, on est des bandits. À qui on donne le droit d'oublier les règles des lois à l'étranger. Mais en revanche, lui, c'est quelqu'un qui chassait les espions. D'ailleurs, Poutine, la majorité de sa carrière, la première partie de sa carrière, faisait de la même chose. Ils étaient d'ailleurs dans le même département régional à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, mais ils se connaissaient très peu. Parce que Patrouchev est un peu plus âgé que Poutine et il était plus gradé dans le KGB. Alors aujourd'hui, Nikolaï Patrouchev, il est catégorique. Les Britanniques, selon lui, veulent organiser un accrochage en mer Baltique pour monter Trump contre Poutine. En gros, mettre en scène une fausse attaque à la torpille russe contre un bâtiment américain. Et ce ne serait qu'un des scénarios imaginés par Patrouchev, cette théorie de la provocation. Elle fait son miel dans les médias russes, ça marche ? Oui, pour les Russes, pour un certain nombre de personnes en Russie, oui, bien évidemment, parce que il y a aussi les médias qui sont très complotistes. Ça marche aussi pour les médias complotistes en France, vous savez, et ailleurs, en fait, aux États-Unis, pour les MAGA, etc. Parce qu'effectivement, c'est cette théorie comme quoi la Russie, c'est un pauvre pays qui ne veut que la paix et qui est menacé, qui est attaqué de toutes les parties par les méchants pays occidentaux, et donc il faut s'en défendre. Mais avec l'Angleterre, c'est encore plus particulier parce que vous savez, depuis l'attentat que Poutine a commandité en 2006 contre Litvinenko à Londres, plus en 2018 la tentative d'assassinat de Sergei Skripal, sa fille, avec le Novichok, encore en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc en fait, les Britanniques, effectivement, réagissent d'une manière plus virulente par rapport à la Russie, et la Russie leur rend la monnaie, le change. Ouais, le leur rend bien. Cette idée selon laquelle les Britanniques voudraient monter Trump contre Poutine, c'est assez étrange comme angle d'attaque. Ça sort d'où en fait ? Parce qu'on ne peut pas dire que les relations entre Poutine et Trump pour le moment soient au beau fixe, puisqu'on verra peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais que Trump commence à être sérieusement agacé par Poutine, qui ne fait rien pour que les négociations avancent. En fait, il leur faut trouver toujours un ennemi sur lequel mettre la responsabilité. Ils ont bien compris. En réalité, c'est Poutine lui-même qui a mis Trump contre lui-même. Parce qu'en voulant traîner pendant 6 mois toutes les propositions que Trump lui faisait, Trump lui a quasiment offert sur le plateau tout, quasiment l'Ukraine, la capitulation, etc. Mais Poutine n'était pas satisfait de ça. Il se méfie aussi de Trump parce qu'il se dit peut-être il veut aussi me tromper. Et du coup, ils ont senti maintenant que Trump est en train de changer de braquet. Mais ils ne veulent pas, bien évidemment,
adosser cette responsabilité. Il ne veut pas dire c'est moi qui est responsable de tout ça. Donc il faut un bouc émissaire. Et bon, les Anglais, vous savez, depuis encore l'Empire russe, comment on dit, l'Albion, la pernicieuse, la perfide Albion. Voilà, la perfide Albion. Donc en fait, c'est une parfaite ennemie, c'est un parfait bouc émissaire pour Poutine. Alors, il prévient aussi sur d'autres choses, Nikolaï Patrouchev, et notamment sur Kaliningrad. Alors, on rappelle à nos téléspectateurs, Kaliningrad, c'est une espèce de, c'est ce qu'on appelle une exclave, et non pas une enclave russe, entouré de frontières de l'OTAN. Je ne sais pas si on a une carte, mais on va pouvoir le voir. Et il dit s'il y avait la moindre volonté, une atteinte militaire à l'intégrité territoriale de Kaliningrad, elle serait brutalement réprimée par l'utilisation de toutes les forces et de tous les moyens à notre disposition, comme le prévoit la doctrine militaire et la dissuasion nucléaire. Coucou, revoilà effectivement la menace nucléaire. Oui, tout à fait. Mais vous savez, Kaliningrad, c'est une vieille histoire parce que ça appartient à la Prusse. Donc les Russes, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait une continuité, parce qu'il y avait les pays baltes qui étaient dans la Russie, et donc il y avait ce petit bout. Mais administrativement, il n'est pas rattaché aux pays baltes. Il est rattaché à la Russie, à la Fédération de Russie. Et donc lorsque la Fédération de Russie est devenue un pays indépendant, à la chute du URSS en 1991, le petit bout est devenu donc enclavé entre les pays indépendants. Et Poutine s'en sert bien évidemment comme d'un porte-avions qu'on ne peut pas torpiller. Bien sûr. Mais il disait que c'est notre force. Et là, le temps lui fait comprendre qu'à la limite, toi tu crois que c'est la force. En réalité, c'est une faiblesse parce qu'il n'y a pas de continuité terrestre. Donc tu ne peux pas approvisionner ce petit bout de territoire. Parce que la mer Baltique, c'est devenu une mer otanienne. Voilà, donc, la mer Baltique est devenue la mer otanienne. L'espace aérien baltique est très contrôlé aussi. Et donc, du coup, de toute façon, vous ne pouvez pas transporter énormément de marchandises par avion, par bateau aussi. Mais bon, comme vous dites, la mer otanienne est contrôlée. Donc, du coup, il est un peu coincé. Mais il a quand même l'as un peu dans sa manche parce que la Biélorussie possède, en fait, Biélorussie a aussi la frontière avec la Lituanie notamment, et donc par le corridor de Suwałki, c'est ce petit corridor qui est d'une centaine de kilomètres où la Russie via la Biélorussie peut rattraper le Kaliningrad. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le corridor qui passe sur le territoire biélorusse. Les Biélorusses étant des alliés de Vladimir Poutine, on peut passer par la voie terrestre pour accéder à Kaliningrad. Elle appartient actuellement à la Lituanie et à la Pologne. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais ils ont des plans en disant que si jamais vous nous menacez, à ce moment-là, on fera de la sorte pour prendre le contrôle de ce corridor. Alors, on voit bien que effectivement les choses se tendent sérieusement et qu'on essaye de se faire peur, qu'on ressort la menace nucléaire. On a vu d'ailleurs que l'OTAN également commençait à s'inquiéter du fait que potentiellement les Russes pourraient attaquer un pays de l'OTAN d'ici quelques années, etc. Et alors on a vu ressurgir, on dit qu'elle s'est réveillée, une radio qui s'appelle la radio Doomsday, dont on avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois, qui est une radio, on l'a appelée la radio de l'apocalypse, une radio qui s'est réveillée et qui a diffusé des messages, qui sont des messages cryptés. On va en écouter un pour voir à peu près à quoi ça ressemble, autant vous dire qu'on ne va rien y comprendre, mais vous allez nous expliquer ce que c'est que cette radio. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que cette radio? Ça fait vraiment revival de la guerre froide. Non, mais c'est vrai. Oui, ça fait froid au dos. Ça nous fait penser, je ne sais pas, à Orwell, des Big Brother, des utopies scientifiques et techniques, scientifiques dans le cinéma. En fait, c'est une radio qui émet en ondes courtes. Et on dit que, bien évidemment, si jamais il y a une guerre nucléaire qui commence, tous nos appareils, tout ce qui est numérique en fait à cette époque-là va disparaître puisqu'il n'y aura pas de relais de transmission, etc. Et donc c'est la vieille technique low tech qui va apparaître, dont les émetteurs et les récepteurs en ondes courtes. Bien sûr. Voilà. Mais en réalité, on ne sait pas du tout à qui ça appartient. J'ai l'impression aussi que c'est celui qui possède cette radio, il joue peut-être là-dessus aussi. Et j'ai l'impression que c'est quand même les Russes qui en rajoutent en fait. Ces messages-là,
On a réussi à en décrypter ou pas ? Non. Ou c'est du folklore. Enfin, on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien du tout, parce que, en fait, des fois, elle disparaît, des fois, elle réapparaît. Les messages qu'elle émet, ils sont de la même façon. Ça veut dire ils sont indescriptibles et indéchiffrables, indécodables. Et on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas avec qui on ne sait pas où elle est située, d'où c'était mis, où elle est située, etc. Ouais. Allez, on va parler des difficultés économiques de Vladimir Poutine. On a beaucoup parlé ces derniers jours du budget colossal qu'il prévoit pour la défense, 1100 milliards de dollars d'ici 2035-36. Ça veut dire 9 ans. Mais oui, ce qui veut dire 9 ans, mais un manque crucial de main-d'œuvre. Alors, on a vu passer un papier sur le site de Bloomberg. Aujourd'hui, d'ici 5 ans, la Russie va avoir besoin de 10 millions d'hommes et femmes pour combler le manque de main-d'œuvre. 10 millions, c'est colossal. Quand on sait que la Russie, c'est à peu près 143 millions d'habitants, un petit peu plus. Si on ne retient que la partie des adultes, effectivement, c'est colossal. Qu'est-ce qui explique ce manque colossal de main-d'œuvre ? Il n'y a pas que la guerre. Non, il n'y a pas que la guerre, mais de toute façon, c'est Poutine qui est responsable de tout ça. Bon, un tout petit peu quand même la démographie, parce que les Russes ne produisent pas d'enfants. Et la Russie, si vous prenez les 40 ans, les 40 dernières années, il y a, je crois, seulement 3 ans où la courbe était positive pour les naissances et les morts. Le reste du temps, c'était négatif, donc la Russie perdait du temps de la population et se rattrapait en annexant la Crimée. Boum, 3 millions de personnes avec. L'Est de l'Ukraine, boum, encore 5 millions de personnes avec, etc., etc. Mais Poutine lui-même, la guerre, bien évidemment, c'est le premier résultat de ça, parce que 1 million de personnes, au minimum, est mort ou blessé. Et donc est sorti en fait de la force vive. Plus il y a 1 million qui est parti tout de suite, mais en réalité il y a plus de chiffres que ça, des personnes qui voulaient échapper à la mobilisation, qui ont quitté le pays, comme moi-même. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. Mais il y a encore autre chose. La Russie a besoin de main d'œuvre, et en fait cette main d'œuvre venait de l'Ukraine. Il y avait 15 millions d'Ukrainiens qui travaillaient en Russie depuis la guerre. Des ingénieurs d'ailleurs notamment. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait les conducteurs de bus, il y avait les gens qui travaillaient sur les chantiers. Il y avait vraiment la main d'œuvre très très variée. Et donc les Ukrainiens, une partie est restée, l'autre est rentrée dans le pays. Donc là, la Russie a perdu cette main d'œuvre là. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la main d'œuvre de l'Asie centrale. Donc les anciennes républiques de l'Union soviétique, qui traditionnellement, surtout les plus pauvres d'entre elles, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, qui a envoyé une bonne part de la population, dans certaines républiques, c'est 40% de la population qui travaille en Russie. Et donc, le problème, c'est que les derniers temps, Poutine a lancé les chiens quasiment fachos à l'intérieur de Russie contre ces immigrés. Et c'est un truc ahurissant. Il a fait une politique anti-immigration, alors qu'en même temps, il accueille des ouvriers nord-coréens, afghans. Et il manque surtout de la main-d'œuvre. Et en même temps, il fait quasiment d'une manière étatique la chasse aux immigrés. Donc les Tadjiks, après l'attentat de Crocus, en 2024, c'est ça, sont partis. En mars. Donc ils sont partis, où ils sont maltraités, où il y a la police qui les maltraite, le FSB qui les maltraite, etc. Maintenant, actuellement, Poutine est en guerre ouverte avec Azerbaïdjan. Parce qu'il y a un avion au mois de décembre qui a été abattu en Tchétchénie par un missile russe. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. L'enquête a déjà confirmé ça. Poutine ne veut pas le reconnaître, ne veut pas payer donc les récompenses, enfin les dommages et intérêts aux familles qui ont perdu leurs proches. Et il a lancé la police interne pour chasser les Azerbaïdjanais. Donc c'est pour ça qu'il va chercher en Afghanistan, en Afrique, en Asie, en Inde, c'est ça, aussi beaucoup. La Corée du Nord, c'est encore différent parce que là, on les met dans les. Non, mais dans tous les pays, il y a le Vietnam, il y a le Thaïlande, il y a le Laos, Cambodge. Enfin, il y a beaucoup de pays qui participent à ça. Plus l'Amérique latine. Oui, bien entendu. Ça, on avait parlé pas mal aussi de ça et du Venezuela. C'est Igor Delanoë qui co-dirige l'Observatoire franco-russe à Moscou, qui dit le déficit de main d'œuvre touche aussi bien des secteurs manuels comme l'agriculture avec 600 000 postes vacants, ce qui est monstrueux, que des domaines hautement qualifiés comme la tech où près de 300 000 emplois restent à pourvoir. Donc il n'y a pas que des ouvriers, c'est des travailleurs de façon globale et notamment la fuite des cerveaux. Et ça, c'est grave aussi pour la suite. Ça, c'est justement ça, parce qu'en fait, l'industrie, ok, l'agriculture, ok, mais il y a aussi les juges, les policiers, les enseignants, les médecins. Tout ça, ça manque. Et en fait,
il y a la main-d'œuvre qui manque dans tous les domaines. Et ça représente déjà un problème énorme. Et donc ce problème ne va pas se régler parce que, regardez, Poutine, il a trouvé, la seule chose qu'il a trouvée, c'est il devient le père de la nation nataliste, avec une politique très volontaire nataliste, en disant il faut que les femmes donnent naissance. Et d'ailleurs, dans son truc-là, ils arrivent à l'absurdité. Il parle des lycéennes qui doivent donner naissance dès que possible, en fait à 16 ans, à 17 ans, aux enfants. Mais de toute façon, ces enfants-là, quand on leur donne naissance aujourd'hui, ils ne seront sur le marché du travail et dans la guerre que 20 ans après. Et oui, c'est ça. Donc, de toute façon, ça ne va absolument pas régler le problème actuel. Déjà, il y a là une génération qui est sans doute effectivement une génération sacrifiée, c'est la génération de tous ces jeunes hommes qui ont dû partir sur le terrain ukrainien et qui, quand ils sont en Ukraine, si d'aventure ils ne meurent pas, en tout cas, ils ne sont pas là pour faire des bébés. Donc ça, effectivement. Et alors, effectivement, ce déclin de la démographie qui est assez dramatique, qui existait avant la guerre en Ukraine d'ailleurs. Depuis plusieurs années déjà, effectivement, la balance était négative. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, moi j'ai en lisant, en préparant cette émission, j'ai lu pas mal de papiers, je voyais que depuis la fin de l'année dernière, on a interdiction de promouvoir le mode de vie sans enfants. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. C'était un papier de la presse espagnole d'ailleurs qui nous l'avait appris. Et Vladimir Poutine d'ailleurs en avait parlé également. On peut l'écouter. Je suis sincèrement heureux de saluer des familles nombreuses et unies, dans lesquelles les parents consacrent toute leur vie à élever leurs enfants. Cela a toujours été considéré comme la chose la plus importante pour toute personne et très importante pour tout notre pays. C'est très important aujourd'hui, car cela affecte directement notre niveau et notre qualité de vie. C'est aussi un travail pour l'avenir, pour préserver et accroître tout ce qui détermine le destin et le caractère de notre pays. Alors il y a des incitations financières aussi. Il y a une restriction très restrictive, si j'ose dire, de l'avortement, interdiction de la pilule du lendemain. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été mises en place. Les incitations, c'est sur le papier. Parce que sur le papier, ça va très bien, mais dès que vous rentrez dans la réalité, il y a la corruption, et donc obtenir ces incitations, c'est pas évident. Après, Poutine, déjà, il faut commencer par lui-même. Il n'est pas convaincant. Parce qu'il parle de la natalité, il parle des enfants et de la famille. Il a divorcé avec sa femme en 2013. On lui donne plusieurs maîtresses. Plusieurs enfants aussi. Et il a reconnu ni aucune maîtresse depuis 2013, ni aucun enfant. Et on l'a d'ailleurs jamais vu, aucune photo, aucune vidéo avec ses prétendues maîtresses et enfants. Et donc, en fait, il n'est pas convaincant parce qu'à la limite, s'il avait dit oui, vous voyez, moi j'ai divorcé, mais je me suis remarié avec Kabaeva, on a fabriqué 4 enfants avec elle. Vous voyez, même moi, à mon âge, j'ai participé à cet effort. Eh ben non. Donc ça, il ne fait pas. Mais ils sont arrivés à des absurdités. Vous savez, il y a une série qui s'appelle Lobster. Ça se passe dans un monde où il n'y a plus d'enfants, et donc on prend les célibataires, on les met pendant 3 mois dans un hôtel, et en fait les gens, on leur dit vous devez fabriquer rencontrer quelqu'un, fonder une famille et fabriquer des enfants, et si vous n'arrivez pas à fonder cette famille en 3 mois, vous devenez un animal. Et ben les Russes sont en train de voter une loi comme quoi il ne faut pas devenir les animaux, mais il faut être envoyé à la guerre. Si on n'arrive pas à fonder une famille, on est envoyé à la guerre. On est envoyé à la guerre. Ou au goulag en Sibérie. Mais alors, ce qu'on a du mal à comprendre, nous, ici, c'est est-ce que le discours de Vladimir Poutine sur la nécessité d'une politique nataliste, c'est pour servir, effectivement, expliquer que ce sont les valeurs de l'État, etc., etc., ou est-ce qu'il est assumé de la part de Vladimir Poutine et du Kremlin que tout simplement on a besoin de gonfler la population, d'avoir une nouvelle génération, d'avoir une sorte de baby-boom parce que c'est important pour l'économie, pour la prospérité du pays. C'est expliqué comme ça ou pas ? En fait, les deux. C'est expliqué, mais toujours la même chose. Ça veut dire, vous pouvez l'expliquer, mais les gens ne vous croient pas. Ouais. Et il y a autre chose aussi. Vous savez, d'habitude, sauf dans les sociétés où il y a par exemple les traditions religieuses ou les traditions tribales.
dans le Caucase, par exemple, où il y a des enfants, il y a 5-4 enfants par famille, il n'y a aucun problème, en Tatarstan aussi. Comme en Occident, il y a aussi un certain nombre de communautés qui sont soit ethniques, soit religieuses, qui font des enfants. Les catholiques en France aussi, c'est connu. Et en Russie, le problème, c'est qu'en même temps, ils ne les mettent pas en valeur. Ouais, c'est ça. Et il n'est pas sincère quand on le dit. Donc du coup, les gens ne le croient pas. Alors, il y avait cette espèce de carotte, si j'ose dire, de compensation financière, etc., dont on a beaucoup parlé. Puis il y a le bâton aussi. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, vous, en plus, l'ancien espion, vous allez pouvoir me dire ce que vous savez là-dessus, parce que c'est assez effarant, des nouvelles technologies pour limiter les libertés. Ce qu'on a appelé le goulag numérique. On entend beaucoup ça en ce moment. En gros, je le fais rapidement parce que le temps est compté, mais en gros, on tente de se débarrasser de WhatsApp, ce qui ne va pas être simple parce que quasiment 7 Russes sur 10 utilisent WhatsApp. Et c'est une nouvelle appli, enfin pas une nouvelle appli, une appli, celle-ci, qui s'appelle Max, qui va équiper désormais tous les nouveaux appareils électroniques. Et alors cette application, qui est une application de messagerie, en fait, elle est contrôlée par le FSB. Elle permet d'avoir accès à plein d'informations, plein de documents et de contrôler en fait la vie du citoyen lambda. Tout à fait, mais les citoyens lambda le savent. Et donc déjà, il y a plein de blagues qui circulent sur le fameux Max, à commencer par son nom, parce que c'est pas un nom slave. Oui, c'est ça, c'est étrange. Moi, je me suis dit la même chose, je me suis dit c'est quand même étrange de l'appeler Max. Mais vous savez, c'est comme la symbolique de cette guerre, les Z, les V latins, les lettres latines, en fait, qui sont utilisées pour symboliser ça, et en même temps... Ce ne sont pas des lettres de l'alphabet cyrillique. Bah non, et en même temps, ils luttent avec les lois pour protéger, soi-disant, la langue russe et la langue cyrillique. Donc non, ça ne convainc pas. Mais en même temps, c'est quelque chose qui arrive. Vous savez, ils viennent de voter une autre loi qui va vous punir si vous faites des recherches sur Internet sur des sujets qui peuvent paraître comme le sujet un peu tabou, etc. Mais le problème, c'est que c'est toute la population. Vous ne pouvez pas arrêter tout le pays. Mais non, mais par exemple, en Chine, on n'a pas de Google, on n'a pas de WhatsApp, on n'a pas de Facebook, on n'a pas tout ça. Tout ça, c'est contrôlé par Corée du Nord, plutôt. etc. Ou en Corée du Nord. On a les médias sociaux chinois, etc. Ouais. Je me suis demandé, moi, si c'était pas un peu ça que voulait faire Vladimir Poutine, essayer de contrôler. Alors, bon, il y a toujours les VPN, etc. C'est une population qui est très éduquée. Interdit maintenant par cette loi. Voilà. Vous ne pouvez plus utiliser les VPN. Si vous achetez un VPN, vous risquez déjà de recevoir au moins une amende et au pire mais la méfiance, c'est quoi? C'est la méfiance du logiciel américain ou autre qui arrive donc de l'extérieur et qui entre en Russie, ou est-ce que c'est la méfiance du citoyen russe qui va pouvoir se faire une conscience, réaliser de ce qu'il se passe autour, ailleurs, dans des pays occidentaux ou démocratiques, etc., et s'informer de façon illégale en Russie? Les deux. Mais il y a aussi le fait que vous avez des services spéciaux, dont le FSB, quand même 400 000 personnes. Ouais. Si vous enlevez les 200 000 ou 150 000 qui sont les gardes frontières, il vous reste quand même 200 000. C'est les gens qui doivent faire quelque chose, qui doivent trouver les espions, qui doivent trouver les traîtres. Quand il n'y en a pas, ils les fabriquent. Et puis la logique de cette ils les fabriquent, c'est le fameux compromat, ce genre de choses, c'est aller arrêter des gens, fabriquer des preuves. Ils vont pire. C'est pire que ça. Ça veut dire que les opérationnels de FSB vont trouver les petits jeunes qui sont un peu les foufous, et ils vont leur proposer de créer un groupe secret pour chercher quelque chose, et puis après ils vont les dénoncer et ils vont les mettre en prison. D'accord. Alors, il y en a une qui est dans le viseur des Russes. Alors, c'est pas la première fois, me semble-t-il, mais c'est ressorti dernièrement. C'est Melania Trump. Il n'a échappé à personne que donc Donald Trump avait un petit peu changé de façon de faire avec Vladimir Poutine, ou plutôt avec Volodymyr Zelensky, ce qui induit la façon de faire de Vladimir Poutine. Alors ça, c'est l'exemple de titre de papier que l'on voit dans la presse russe. Ça vient de la presse russe. Le danger que représente Melania Trumpenko pour la Russie est sous-estimé. Manifestement, dans la presse russe, on a peur de Melania Trump. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines maintenant, enfin c'était plutôt en février, je crois, Donald Trump il raconte ce qui s'est passé en février. Écoutez. Il m'est souvent arrivé, en rentrant chez moi, de dire à la première dame « J'ai eu une merveilleuse discussion avec Vladimir, je pense que nous avons terminé. » Et puis, j'allume la télévision et elle me dit « Waouh, c'est étrange, parce qu'ils viennent de bombarder une maison de retraite. » J'ai répondu « Quoi ? » Nous n'aimons pas ça.
Apparemment, Sergueï Girnov, c'est parti de là. En fait, cette histoire circule depuis des années. Parce que tout le monde sait que Melania Trump est originaire de Slovénie, je crois. Et donc, elle est partie de son pays encore quand c'était le bloc soviétique, quand c'était difficile de partir. Et donc, il y a un petit doute qu'elle traînait derrière elle. Est-ce qu'elle ne serait pas, par hasard, une agente des services spéciaux de son pays, etc., etc. Et donc, ça a été relancé justement par cette interview qu'a donnée Donald Trump, parce qu'en réalité, il a démontré sa femme comme quelqu'un qui est plus réaliste, plus pragmatique que lui. Parce que lui, il était très intéressant cet extrait. Absolument. Surtout qu'on a souvent dit que Donald Trump, lui, était à l'inverse, un agent sans doute, peut-être. Agent Krasnov. Exactement. Et que donc il s'achète une sorte de virginité au travers de sa femme quand il dit ça. Un tout petit peu, même quitte à passer pour un imbécile, parce qu'en fait il dit moi je comprends rien, mais ma femme comprend. Et donc heureusement que je l'ai. Et donc bien évidemment, comme il la présente quelqu'un qui peut le mettre sur un droit chemin, si on regarde ça avec nos yeux à nous ou les yeux ukrainiens, bien évidemment il devient une cible à abattre pour les Russes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet argument-là que l'on voit développer, enfin ce fait-là qu'on voit développer dans la presse russe, on aurait pu imaginer que ce soit les Ukrainiens qui s'en servent justement comme d'un argument. Voyez ce que Parce qu'ils sont bêtes. Qu'ils sont bêtes. Parce qu'en fait, ils utilisent des choses qui sont contre-productives pour eux. Et c'est ce qui nous sauve, en fait. Parce que s'ils étaient un peu plus intelligents et un peu plus pernicieux, on aurait plus de mal à combattre cette propagande. Mais comme ils sont bêtes, aussi bêtes, parce qu'effectivement, s'ils le disent, c'est qu'ils se dénoncent, en fait, eux-mêmes. Mais est-ce que s'ils le disent, c'est qu'ils le croient? Je ne parle pas des journalistes qui écrivent les papiers, mais on sait bien que la presse est quand même assez contrôlée en Russie. Est-ce que s'ils le disent, c'est qu'ils le croient, ou est-ce que s'ils le disent, c'est justement, encore une fois, à destination de la population, etc. Personne ne croit des blagues comme ça en Russie. Non, c'est les thèses qu'on fabrique pour les imbéciles qui regardent la télévision d'État. D'ailleurs, de moins en moins regardées. Parce que les mêmes Russes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut... Soloviev et compagnie sont moins regardés. Moins regardés. Déjà, il y a 2 ans, ils ont perdu 25% de leur audience. Et c'est pour ça qu'il faut voter maintenant les lois qui interdisent le VPN. Parce qu'ils vont chercher l'information chez nous. Ils vont nous regarder, nous. Et concernant Donald Trump, justement, parce que on a beaucoup décrypté ce qui s'était passé dans les 6 derniers mois. Donald Trump qui nous avait dit en 24-48 heures, je me souviens même plus d'ailleurs, ce dossier sera réglé. Il a manifestement pas réussi. Et puis d'ailleurs, il le dit, il l'avoue lui-même en disant, moi je suis rentré en disant ma femme, ça y est, c'est réglé. Et puis en fait non, c'est pas réglé. La personne de Donald Trump qui jouissait peut-être d'une certaine, je vais peut-être pas dire peut-être une certaine sympathie, mais en tout cas un certain intérêt en Russie. Comment il est perçu lui maintenant? Pour le moment, il est encore perçu comme quelqu'un qui joue côté russe. Parce qu'en gros, en fait, les Ukrainiens attendaient, et nous attendions que Trump soit un juge entre les deux parties. Et en réalité, un arbitre. Et en réalité, il joue côté russe. Et il donne tout à Poutine. Quand il faut arrêter une aide à l'Ukraine, c'est en 5 minutes. Quand il faut arrêter Poutine, il lui donne 50 jours. Alors, il va peut-être dire moins, finalement. Il a dit hier, ça sera peut-être un peu moins. Mais, et donc, c'est en train de changer, mais ils sont très prudents. Parce que d'un côté, et ça ils savent le faire, parce qu'en réalité ils divisent la sphère médiatique. Donc il y a les aides patriotes qui racontent actuellement les pires abominations sur Donald Trump, et le Kremlin via Peskov. Poutine ne s'est pas prononcé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'a pas parlé, il n'a absolument rien dit par rapport à ça. Donc c'est Peskov, c'est Zakharova qui réagissent, et donc Zakharova joue le bad cop, Medvedev joue le bad cop, et puis Peskov joue les personnes un peu plus intelligentes, un peu plus posées, et donc elles ne veulent pas non plus provoquer chez Trump encore pire. D'ailleurs, on a cet extrait sonore dans lequel Donald Trump revient. C'était hier soir, quand il est arrivé vous savez, il est dans son golf là en Écosse. Il va rencontrer d'ailleurs le premier. Ah non, là c'était à la Maison Blanche. Pardon, c'était à la Maison Blanche juste avant de partir. Il est revenu justement sur ces fameux 50 jours, ce que vous l'évoquiez tout à l'heure. Ultimatum, je rappelle pour nos téléspectateurs, de 50 jours. Dit à Vladimir Poutine, tu as 50 jours pour régler le problème, sinon il va y avoir des sanctions qui seront des sanctions costauds. On passera à une étape supérieure. Et voilà ce qu'il dit hier avant de partir. Écoutez.
Nous examinons toute cette situation. Nous pourrions mettre en place des sanctions secondaires. Dans moins de 50 jours? Peut-être. C'est plus 50 jours, c'est sans doute moins de 50 jours. Bon, après, c'est pas convaincant, hein, c'est peut-être. Mais on l'a vu. On l'a vu avec l'Iran. À l'Iran, il a donné d'abord 60 jours, et puis après 3 semaines. Et en fait, le bombardement est intervenu quasiment 3 ou 4 jours après l'annonce des 3 semaines. Donc Trump est capable de le faire. Il y a encore des lignes directes entre, alors je ne vais pas dire entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Il y en a toujours. Elles sont toujours maintenues. Oui. Alors avec Paris de aussi. Hein. Oui, bien sûr. Elles sont toujours maintenues et c'est ça qui est important. Oui, tout à fait. Pour la suite, donc ces sanctions-là, est-ce qu'elles font peur à Vladimir Poutine? Je mixe les noms. Est-ce qu'elles font peur à Vladimir Poutine? Est-ce qu'elles sont de nature à pouvoir se dire, là quand même? Moi, je ne crois pas. On rappelle, pardon, juste je vous coupe, on rappelle que c'est par exemple des droits de douane colossaux pour ceux qui font commerce, les pays qui font commerce avec la Russie, par exemple. Oui, mais sauf que ce genre de choses. Le principal pays qui fait commerce avec la Russie, c'est la Chine. C'est la Chine. Ouais. Donc à appuyer encore 100% sur la Chine. Ouais. J'ai beaucoup de doutes. L'Inde a dit déjà que si les sanctions comme ça existent, elle trouvera son pétrole ailleurs. Pour l'Inde, ça ne pose aucun problème. Pour Brésil aussi, je crois qu'ils pourront le faire, mais la Chine, j'ai beaucoup de doutes. Hein. Ouais. Mais Poutine, en fait, vous savez, je crois que tous les gens qui croient que Poutine peut être acheté ou convaincu par la peur se trompe sur Poutine. Poutine est parti dans l'espace astral où il vit dans son propre monde dans lequel il croit être invincible, vivant en permanence et avoir toutes les cartes pour lui. En fait, Poutine, il ne se voit pas arrêter la guerre. Non. Vous disiez tout à l'heure, Donald Trump lui a apporté sur un plateau à peu près toutes ses revendications. Poutine, il mourra chef de guerre. Oui, je crois. Il a commencé je suis persuadé que c'est la guerre en guerre, c'est la guerre de Poutine, et lui, il ne voudra jamais l'arrêter tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Et même s'il obtient, par exemple, les 4 oblasts là, qui sont déjà inscrits dans la Constitution. Oui. Et les Russes sont... Ils ne les maîtrisent pas tous en entier. Mais bon. Non, pas en entier. Il y a encore 30 000 km² qui ne sont pas conquis. Mais il y a aussi les Russes qui sont insoumis. Il y a aussi, dans la région de Sumy, il y a aussi les Russes qui sont dans la région de Kharkiv. Ils vont continuer. Et donc, vous savez, et Poutine a dit, en fait, il lui faut toute l'Ukraine. Et il lui faut le changement de régime en Ukraine. Et il lui faut que l'Ukraine se soumette et capitule devant lui. En fait, il faut travailler sur le successeur potentiel. Pas qu'on enterre Vladimir Poutine maintenant, tout va bien pour lui manifestement et il est en forme, mais enfin, c'est peut-être la suite. Parce que quand on parlait tout à l'heure de Patrouchev en commençant notre entretien... C'est encore pire. C'est ça, il est quand même, tout le monde dit en tout cas qu'il est autrement plus dangereux. Non, lui, il a été dévincé. Parce qu'en fait, avec lui, il y a un deal qui a été passé l'année dernière. On a mis comme adjoint au Premier ministre son fils, qui était le ministre de l'Agriculture, et on dit au père, tu quittes le Conseil de sécurité. Donc on a fait de lui juste un conseiller de Poutine qui s'occupe de la flotte. Mais Patrouchev, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester à regarder pousser les tomates dans son jardin. Donc du coup, il s'est mis dans la construction de la flotte, dans la construction de sous-marins, et il est revenu par ce billet-là. Par ce billet-là. Mais lui, et c'est encore pire, mais c'est dans ce sens-là que les Ukrainiens ont signé le papier encore en 2022. Ils ont dit, avec Poutine, c'est pas la peine de négocier parce qu'il ne veut pas négocier. On n'y arrivera pas. On n'arrivera jamais avec lui. Écoutez, merci beaucoup Sergueï, c'était passionnant. On a balayé plein de sujets, c'était très intéressant. Merci d'être venu sur le plateau.